Avez-vous déjà eu l'impression que votre salaire ne suffit plus, même si vous n'avez pas vraiment changé vos habitudes? Vous vous demandez peut-être pourquoi le prix de l'essence ou des courses augmente sans cesse, ou encore pourquoi il est plus difficile de trouver un emploi à certaines périodes plutôt qu'à d'autres. Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la macroéconomie, cette science qui semble parfois complexe, mais qui est pourtant essentielle pour comprendre le monde qui nous entoure. L'objectif de cette vidéo est de vous donner une vue d'ensemble des grands thèmes économiques de façon simple et claire. On va parler d'inflation, de taux d'intérêt, de croissance, de chômage, et surtout on va voir comment tout ça impacte votre vie quotidienne et vos finances. Alors installez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner toutes les clés pour comprendre l'économie et des solutions simples pour prendre de meilleures décisions financières. Est-ce que vous avez votre café? Alors on est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, qu'est-ce que la macroéconomie? Contrairement à la microéconomie qui s'intéresse au comportement individuel et au marché spécifique, la macroéconomie étudie l'économie dans son ensemble. On regarde les grands indicateurs comme le PIB, l'inflation ou le chômage pour comprendre comment fonctionne un pays ou une région. C'est un peu comme comparer la vue d'un microscope à celle d'un télescope. La microéconomie zoome sur les détails, tandis que la macroéconomie prend du recul pour voir la grande image. Pourquoi commencer par là? Parce que pour comprendre comment l'économie affecte vos finances personnelles, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne à grande échelle. Mais pour bien comprendre la macroéconomie, il faut d'abord connaître les principaux acteurs qui font tourner la machine. On en distingue 4, les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Ces 4 acteurs interagissent sur 3 grands marchés. Le marché des biens et des services, c'est là que se rencontrent l'offre et la demande, des biens et des services. Les entreprises proposent leurs produits et les ménages les achètent. Deuxièmement, nous avons le marché du travail, c'est là que les entreprises embauchent les ménages. Et troisièmement, nous avons le marché financier, c'est là que se rencontrent l'offre et la demande de capitaux. Les ménages épargnent, les entreprises investissent et l'État emprunte. C'est aussi là que se négocient les actions, les obligations et autres instruments financiers que nous allons voir plus tard. Chacun a un rôle spécifique et essentiel. Imaginez un circuit où l'argent et les biens circulent en permanence. On appelle cela le circuit économique et c'est lui qui relie tous les acteurs dont on vient de parler. Tout commence avec les ménages. Ce sont les consommateurs, vous et moi. Ils fournissent leur travail aux entreprises en échange de salaires. Ces salaires, c'est ce qui permet aux ménages de consommer, c'est-à-dire d'acheter les biens et les services produits par les entreprises, comme par exemple de la nourriture, des vêtements ou votre loyer. Ils épargnent aussi une partie de leurs revenus, ce qui alimente les investissements. Nous avons ensuite les entreprises. Elles produisent les biens et les services que nous consommons et elles emploient les ménages en échange de leurs services. Elles investissent dans de nouvelles technologies et équipements pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. En effet, une partie des revenus des ménages est épargnée, mais cette épargne, elle ne dort pas. Elle est utilisée par les entreprises pour investir et c'est cet investissement qui permet aux entreprises de se développer et de créer de nouveaux emplois. Nous avons ensuite l'État. Il joue un rôle de régulateur et de prestataire de services publics. Il intervient en prélevant des impôts sur les ménages et les entreprises. Avec ces impôts, il finance les services publics comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. Il redistribue également une partie de ses revenus sous forme d'aide sociale. Mais l'État est aussi un acteur important du marché financier. Lorsqu'il a besoin de financer des dépenses supérieures à ses recettes fiscales, l'État emprunte sur le marché des finances en émettant des obligations. Ces obligations sont achetées par les investisseurs qui prête ainsi de l'argent à l'État. Le quatrième et dernier acteur, c'était le reste du monde. Dans une économie moderne et globalisée, les échanges avec l'étranger sont cruciaux. Il influence notre économie par le biais du commerce international, avec des importations et des exportations, des flux de capitaux, avec les investissements étrangers ou les emprunts, et avec les taux de change. Ces marchés sont interconnectés et influencés par les décisions des acteurs économiques. Les prix, les salaires et les taux d'intérêt sont déterminés par l'interaction de l'offre et de la demande sur ces marchés. Mais ce circuit économique n'est pas statique. Il est influencé par de nombreux facteurs. L'innovation technologique peut transformer les modes de production et de consommation. Les politiques économiques de l'État et des banques centrales peuvent stimuler ou freiner l'activité économique. Et bien sûr, il y a les chocs extérieurs.
Les crises financières, les catastrophes naturelles, les pandémies, tous ces éléments peuvent perturber le circuit économique. Maintenant, plongeons au cœur des grands thèmes de la macroéconomie. Ce sont les piliers qui façonnent l'environnement économique et qui ont un impact direct sur nos vies. L'objectif, c'est de les explorer un par un tout en restant simple et concret. Tout d'abord, nous avons l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix dans une économie. En d'autres termes, c'est quand votre pouvoir d'achat diminue. Cela signifie qu'avec la même somme d'argent, vous pouvez acheter moins de choses qu'avant. Vous vous souvenez quand vous pouviez acheter un café et un croissant pour 5 francs et qu'aujourd'hui il faut peut-être que vous déboursiez 7 ou 8 francs, ou encore le prix des loyers qui augmente chaque année, grignotant ainsi votre budget? Ça, c'est l'inflation en action. Cette inflation se mesure avec l'indice des prix à la consommation, appelé aussi l'IPC. L'IPC est un outil statistique qui permet de suivre l'évolution des prix d'un panier de biens et services représentatif de la consommation des ménages. Imaginez un panier rempli des biens et des services que vous achetez régulièrement. L'IPC suit l'évolution du prix de ce panier au fil du temps. Par exemple, si le prix du pain, du lait et de l'essence augmente, le coût de ce panier augmente aussi et donc l'IPC grimpe. Ce graphique compare l'évolution des taux d'inflation en France, en Suisse et aux États-Unis sur une période d'environ 10 ans. On observe une tendance globale similaire dans les trois zones. Une inflation relativement basse et stable, oscillant entre 0 et 4% jusqu'en 2020, suivie de la pandémie du Covid et des perturbations des chaînes d'approvisionnement qui ont entraîné une forte hausse de l'inflation à partir de 2021 avec un pic en 2022. A noter que l'inflation a été plus élevée aux États-Unis et dans la zone euro qu'en Suisse, notamment pendant le pic de 2022. Depuis 2023, l'inflation a amorcé une phase de décrue, revenant progressivement vers des niveaux plus modérés. En résumé, les trois zones ont connu une période d'inflation accrue à partir de 2021, mais avec des intensités différentes. La Suisse a globalement mieux maîtrisé l'inflation que la France et les États-Unis. Maintenant que vous en savez plus sur l'inflation, parlons des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont un outil essentiel pour réguler l'économie car ils vont influencer l'emprunt, l'épargne et l'investissement. Les banques centrales, comme la BNS en Suisse ou la BCE en Europe, jouent un rôle crucial dans la fixation des taux d'intérêt. Elles déterminent les taux directeurs qui sont les taux auxquels les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent auprès de la banque centrale. En ajustant ces taux, les banques centrales peuvent influencer l'ensemble des taux d'intérêt de l'économie. Elles augmentent les taux pour freiner l'inflation, car des taux plus élevés rendent l'emprunt plus coûteux et réduisent la demande. A l'inverse, elles baissent les taux pour stimuler l'économie, car des taux plus bas encouragent l'emprunt et l'investissement. Vous l'aurez compris, quand les taux sont bas, c'est avantageux pour emprunter car le coût de l'emprunt est réduit. Par exemple, les taux bas rendent les crédits immobiliers plus abordables, ce qui encourage les ménages à acheter des logements. Cependant, les taux bas réduisent également la rémunération de l'épargne, ce qui peut la décourager. Quand les taux montent, c'est l'inverse. L'épargne devient plus attractive car elle rapporte davantage, mais emprunter coûte plus cher. Les taux d'intérêt ont donc un impact important sur les décisions financières des ménages et des entreprises. Ce graphique compare les taux d'intérêt directeurs en Suisse et en France, ainsi qu'aux États-Unis sur les 10 dernières années. On constate que jusqu'en 2022, les taux d'intérêt sont restés très bas, proches de zéro, dans les trois zones. Cela reflète une politique monétaire accommodante pour soutenir la croissance économique. À partir de 2022, on observe une hausse significative des taux d'intérêt en réponse à la forte inflation. En Suisse, la hausse a été progressive, atteignant environ 1,75% en 2024. En France, représentée par la zone euro, la hausse a été plus marquée avec des taux atteignant environ 4% en 2024. En résumé, les trois zones ont connu une période de taux bas jusqu'en 2022, suivie d'une hausse significative pour lutter contre l'inflation, avec des taux plus élevés aux États-Unis et en France qu'en Suisse. Maintenant que vous en savez plus sur l'inflation et les taux d'intérêt, passons à la croissance économique. La croissance économique, c'est l'augmentation de production de biens et de services d'un pays sur une période donnée. Pour la mesurer, on utilise principalement le produit intérieur brut, aussi appelé le PIB. C'est en quelque sorte la somme de toutes les richesses produites dans un pays. Il est important de distinguer néanmoins le PIB nominal du PIB réel. Le PIB nominal mesure la valeur de la production à prix courant, c'est-à-dire en incluant l'inflation. Le PIB réel, lui, mesure la valeur de la production à prix constant, c'est-à-dire en excluant l'inflation. C'est pourquoi le PIB réel donne une image plus précise de la croissance économique, car il permet de voir si la production a réellement augmenté ou si l'augmentation est simplement due à la hausse des prix. La croissance économique est un indicateur clé de la santé d'un pays, car elle a des conséquences directes sur la vie des citoyens. Une croissance forte permet de créer des emplois, ce qui réduit le chômage et augmente les revenus des ménages. Elle permet également de financer et d'investir davantage dans les services publics essentiels tels que la santé, l'éducation,
et les infrastructures, ce qui améliore la qualité de vie de tous. Enfin, la croissance économique contribue à l'amélioration du niveau de vie en général, en permettant aux ménages d'accéder à une plus grande variété de biens et de services. La croissance économique est le résultat de l'interaction de plusieurs facteurs, dont les 3 facteurs les plus importants sont premièrement l'investissement des entreprises. Ces dernières investissent dans de nouveaux équipements et technologies, augmentant la production et créant des emplois. Deuxièmement, l'innovation technologique. Ces innovations améliorent la productivité, créent de nouveaux produits et ouvrent de nouveaux marchés. Et en dernier, la productivité du travail. Une main-d'œuvre qualifiée et motivée, soutenue par l'éducation et la formation, augmente l'efficacité de la production. Ce graphique compare la croissance économique de la France et de la Suisse sur les 10 dernières années. Les deux pays ont maintenu une croissance stable, entre 0,5% et 1% jusqu'en 2020. En 2020, les deux ont subi une forte baisse du PIB à cause de la pandémie, mais la chute a été plus marquée en France. Néanmoins, la France a rebondi plus fortement en 2021, avec une croissance proche de 7%. La reprise a cependant été plus modérée en Suisse. Depuis, la croissance a ralenti dans les deux pays, revenant à des niveaux plus habituels. Nous arrivons donc au 4e grand thème de la macroéconomie, qui fait office également de baromètre, le taux de chômage. Ce taux mesure la part de la population active qui est sans emploi. La population active comprend toutes les personnes en âge de travailler, c'est-à-dire entre 18 et 65 ans, qu'ils aient un emploi ou non. Un taux de chômage élevé signale des difficultés économiques, tandis qu'un taux de chômage faible indique une économie dynamique. Il existe néanmoins différents types de chômage, chacun ayant des causes et des conséquences spécifiques. Tout d'abord, nous avons le chômage frictionnel. Il est lié aux transitions normales entre les emplois et concerne les personnes qui changent de travail, qui entrent sur le marché du travail ou qui le réintègrent après une période d'inactivité. Ce type de chômage est souvent de courte durée. Le deuxième est le chômage structurel. Il est dû à un décalage entre l'offre et la demande de travail. Il peut être causé par des changements technologiques, des mutations économiques ou des problèmes de qualification de la main-d'œuvre. Ce type de chômage est souvent de longue durée et nécessite des mesures de formation et de reconversion. Nous avons ensuite le chômage conjoncturel. Il est lié aux fluctuations de l'activité économique. Il augmente en période de récession et diminue en période de croissance. Ce type de chômage est influencé par les politiques économiques et les cycles conjoncturels. Et en dernier, nous avons le chômage saisonnier. Il est dû aux variations saisonnières de l'activité dans certains secteurs comme le tourisme, l'agriculture ou la construction. Il est prévisible et il est récurrent. Le chômage a des conséquences économiques et sociales pouvant être graves. Le chômage entraîne une perte de revenus pour les personnes concernées, ce qui réduit leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie. Cette baisse du pouvoir d'achat entraîne une diminution de la consommation, ce qui affecte l'activité économique et peut entraîner une récession. Le chômage entraîne également une augmentation des dépenses publiques, notamment les allocations chômage, ce qui pèse sur les finances du pays. Il peut également avoir des conséquences psychologiques importantes, telles que du stress, la dépression ou la perte d'estime de soi. Et cela peut être à l'origine de tensions sociales ou d'une augmentation de la criminalité. Ce graphique illustre le taux de chômage en Suisse sur les 10 dernières années, qui se hisse parmi les meilleurs en Europe. Avant la pandémie de 2020, le chômage était stable, fluctuant entre 2,4 et 3,6%. La pandémie a provoqué une hausse avec un pic en 2021. Une baisse progressive a ensuite suivi, ramenant le taux à des niveaux pré-pandémiques. Une légère remontée est néanmoins observée dernièrement. En France, on observe une tendance à la baisse du chômage sur cette même période. En 2015, le taux se situait au-dessus de 10% et il a progressivement diminué pour se stabiliser désormais autour de 7,4%. On arrive à un point crucial de notre exploration de la macroéconomie, les politiques économiques. Ce sont les outils dont disposent les gouvernements et les banques centrales pour influencer l'économie. Imaginez-les comme un tableau de bord pouvant diriger le navire économique. Aujourd'hui, on va en décortiquer deux, qui sont les deux principales, la politique monétaire dirigée par les banques centrales et la politique budgétaire qui est menée par l'État. La politique monétaire est menée par la Banque centrale, comme la Banque nationale suisse ou la Banque centrale européenne. Son objectif principal est de maintenir la stabilité des prix, c'est-à-dire de contrôler l'inflation. Pour ce faire, elle utilise divers outils, dont les taux d'intérêt directeurs. Par exemple, une baisse des taux d'intérêt encourage les entreprises à investir car l'emprunt devient moins cher, et les ménages à consommer car le crédit est plus accessible. La politique monétaire peut également inclure des mesures comme l'assouplissement quantitatif, qui consiste à injecter de la monnaie dans l'économie, ce qui fait augmenter l'inflation. La politique budgétaire est menée par l'État. Elle consiste à utiliser les dépenses publiques et les impôts pour influencer l'activité
réalité économique. Par exemple, en période de récession, l'État peut augmenter ses dépenses publiques pour soutenir la demande et créer des emplois, ou baisser les impôts pour augmenter le revenu disponible des ménages et donc la consommation. A l'inverse, en période de forte croissance, l'État peut réduire ses dépenses ou augmenter les impôts pour éviter une surchauffe de l'économie. Maintenant, vous vous demandez sûrement, d'accord, mais comment tout cela affecte mes finances? On arrive justement à la partie la plus importante, c'est-à-dire quel est l'impact qu'ont ces grands thèmes sur votre vie quotidienne et surtout sur vos finances personnelles. Je vais également vous donner des conseils pratiques pour vous protéger et pour continuer à faire fructifier votre argent. L'inflation, comme on l'a vu, c'est cette érosion progressive de la valeur de votre argent. Pour contrer ça, la clé, c'est d'investir. Ne laissez pas votre argent dormir sur un compte courant où il perdra de sa valeur. Pensez à des actifs pouvant remplacer votre monnaie et qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Des actions, de l'immobilier ou même des matières premières. L'idée, c'est de faire travailler votre argent pour qu'il suive, voire dépasse, l'inflation. Les taux d'intérêt, c'est un peu comme une balance. D'un côté, il y a l'emprunt, de l'autre, l'épargne. Quand les taux sont bas, la balance penche du côté de l'emprunt. C'est le moment de réaliser vos projets, que ce soit un achat immobilier ou un investissement, car l'argent coûte moins cher. Par contre, quand les taux remontent, la balance penche du côté de l'épargne. C'est le moment de faire fructifier votre argent pour autant que le taux soit supérieur à l'inflation. La croissance économique, c'est un signal positif pour les marchés financiers. Mais attention, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ni même dans le panier d'un seul pays. Diversifiez vos placements à l'échelle mondiale. L'idée, c'est de profiter des croissances économiques de tous les pays, qu'ils soient émergents ou développés, tout en limitant les risques en cas de récession dans un pays en particulier. Ainsi, si un pays connaît une période difficile, vos autres investissements peuvent compenser les pertes. Le chômage, c'est une réalité économique qui peut toucher tout le monde. Alors soyez prévoyants. Constituez une épargne de précaution, l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire, pour faire face aux coups durs. C'est votre filet de sécurité en cas de perte d'emploi. Et n'oubliez pas, investissez dans votre employabilité. Formez-vous, développez vos compétences pour rester compétitif sur le marché du travail. Les décisions de l'État et de la Banque centrale ont un impact direct sur vos finances. Restez informés des changements fiscaux, des nouvelles réglementations ou des opportunités sectorielles. Par exemple, profitez des dispositifs d'optimisation fiscale pour investir dans votre retraite ou dans l'immobilier. Et n'hésitez pas à faire appel à un conseiller financier pour vous aider à y voir plus clair. J'ai volontairement simplifié les explications pour que tout le monde puisse comprendre et pour que la vidéo ne dure pas à l'infini. Ce thème me passionne énormément et je pourrais passer des heures à décortiquer et approfondir chacun de ces sujets. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai peut-être des vidéos approfondies sur chacun des thèmes abordés aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Dans mes prochaines vidéos, je vais aborder d'autres sujets autour des finances personnelles, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas les manquer. Prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.